Bienvenue sur Géopolitis. Tous les jours de l'année, en Suisse, il se crée une fondation. En gros, près de 400 fondations par an demandent leur inscription au registre du commerce en mentionnant un but d'utilité publique. Nous y voilà. Utilité publique, service au bien commun, philanthropie. Et sur ce sujet, la Suisse, on le dit tout de suite, est leader. 12 909 fondations au dernier recensement, ce qui fait en gros une fondation pour 620 habitants. En Allemagne, c'est une fondation pour 3000 citoyens et une pour 5000 personnes aux États-Unis. Certes, la Suisse est un pays qui concentre pas mal de richesses. On apprenait d'ailleurs tout récemment que dans la Confédération, il y a plus de millionnaires que de bénéficiaires de l'aide sociale. 330 000 millionnaires contre 250 000 allocataires. C'est un constat. Mais la richesse n'explique pas tout. Et c'est le thème de cette édition de Géopolitis. Il y a en Suisse un réel souci de générosité, mais ça ne se voit pas toujours, car la majorité des fondations œuvrent dans la discrétion. On peut le dire, la Suisse est riche d'une longue tradition philanthropique. Deux exemples historiques. L'hôpital de Berne, l'Inselspital, c'est une fondation créée en 1354. Ça fonctionne comme cela depuis 650 ans. Autre cas historique, c'est un banquier genevois, Alexandre Lombard, pour ne pas le nommer, qui a soutenu Henri Dunant en 1859 lors de la création du Comité international de la Croix-Rouge. Globalement, en Suisse, la fortune de ces quelques 13 000 fondations représente, c'est une estimation, 70 milliards de francs suisses. Sur ce montant, 1,5 milliard est distribué chaque année. On va voir comment tout cela se répartit. 40% de ces fondations financent des programmes et des aides sociales. 35% se fixent pour objectif l'éducation, la science et la recherche. 25%, un quart, s'orientent vers la culture au sens large et 20% œuvrent dans le domaine de la santé. Le tout faisant, vous l'avez remarqué, un peu plus de 100%, car certaines fondations ont plusieurs secteurs d'activité. Changement d'époque, de continent et de paramètres. Aux États-Unis, les plus grands philanthropes, ce sont bien souvent maintenant les fortunes issues de la nouvelle économie. On pense entre autres à Bill Gates. On voit ainsi apparaître un nouveau profil de donateurs, des hommes ou des femmes ayant formidablement réussi dans leurs entreprises et qui, vocabulaire à l'appui, importent leurs pratiques du monde du business. On parle ainsi de philanthropie du risque, venture philanthropy. Et un tournant important a été pris il y a 4 ans lorsque des hommes comme Bill Gates et Warren Buffett ont dicté un nouveau code de conduite pour les milliardaires. L'idée est née au printemps 2009, lors d'un modeste tête-à-tête organisé dans un petit restaurant d'Omaha. Warren Buffett avait déjà promis de léguer 99% de sa fortune, une fortune estimée à 46 milliards de dollars. Bill Gates lui a emboîté le pas pour convaincre un parterre de 400 milliardaires. D'accord, mais n'oublions pas ceci. Aux États-Unis, les philanthropes évitent des droits de succession pouvant atteindre les 40%. On va voir que le côté fiscal de la chose, cela peut faciliter grandement la philanthropie. Il est un fait que la tradition historique suisse encourage, et depuis longtemps, l'activité des fondations et le principe du mécénat. C'est en 1835 qu'une première législation, à Zurich, fait du pays l'un des lieux européens les plus accueillants, dispositif accru par la législation fédérale de 1907 qui cimente un cadre juridique et fiscal efficace et simple. La Suisse autorise sans bureaucratie excessive toute création de fondation. Il suffit de s'inscrire au registre du commerce. Actuellement, un capital de 10 000 francs suffit pour établir une fondation cantonale et 50 000 pour une fondation à vocation internationale. On évoque souvent des noms bien connus. En Suisse, Wilsdorf, Sandoz, Hoffmann, Bertarelli, Wyss, Schmidt-Heiny, etc. Mais c'est oublier que près de 50% de l'ensemble des fondations disposent d'un capital de moins de 2 millions de francs suisses d'actifs et 1 sur 5 détient un capital de moins de 250 000 francs. Il existe du reste un mouvement consistant à regrouper plusieurs petites fondations sous l'auvent d'une plus grande qui peut offrir son savoir-faire. À Zurich, s'est créée une fondation des fondateurs, une entité qui, entre autres avantages, peut mutualiser les coûts de fonctionnement. Un mot sur le point de vue fiscal. Pour résumer, retenons que les donations consenties à des fondations d'utilité publique sont déductibles des impôts. À Genève, c'est un exemple. Cette déductibilité
peut se traduire jusqu'à un montant de 20% du revenu net avant déduction du don lui-même. C'est toute la thèse d'un essayiste français bien connu, Guy Sormand, qui explique dans son dernier livre que la philanthropie est constitutive de la civilisation américaine et de son identité. À la différence de l'Europe, aux États-Unis, la philanthropie intervient par définition dans tout ce qui n'est pas du ressort du système capitaliste ou de l'État. Depuis fort longtemps, dans une Amérique à la fois religieuse et laïque, les fondations Rockefeller, Ford ou Carnegie, pour ne citer que les plus anciennes, ou les entités créées plus récemment par Bill Gates, George Soros ou Warren Buffett, semblent obéir au sermon d'un pasteur célèbre dans l'Amérique du XVIIe siècle, John Winthrop, qui déclarait « Dieu a voulu qu'il y ait des riches et des pauvres, de manière qu'entre les riches et les pauvres s'instaure un échange. » Fin de citation. D'où l'idée particulièrement répandue en Amérique selon laquelle les très riches se disent qu'ils ont eu de la chance et que, à ce titre, ils doivent restituer tout ou partie de cette chance à leurs semblables. Un service d'autant plus nécessaire que l'Américain, globalement, n'aime pas trop l'État, considère que c'est un mal nécessaire et déclare faire plutôt confiance à la société civile. L'invité de Géopolitis, Karine Gestin, qui est responsable de la philanthropie au sein de la banque Lombard-Odier à Genève, et puis aussi membre de la direction de Swiss Foundations, qui regroupe plus d'une centaine d'organismes donateurs. Philanthropie, bien public, tout ça, on a l'impression que c'est assez porteur en ce moment. C'est un beau terme, philanthropie, en ce moment. Absolument, philanthropie, l'amour des autres ne peut être qu'un beau terme, mais il y a surtout une dynamique extrêmement positive que j'expliquerai peut-être par 3 facteurs. D'abord, 3-4 décennies de création de richesses sans précédent. Deuxièmement, des facteurs démographiques, un allongement de la durée de vie, donc on a plus de temps aussi pour se consacrer à des passions ou à autrui. Mais peut-être le facteur le plus important à mon sens, c'est la recherche en fait de sens dans sa vie, de vouloir donner un sens à son engagement, ce qui veut dire que les personnes sont prêtes à être bénévoles ou sont prêtes à donner de leur temps comme de leur fortune au profit des autres. Alors il y a plusieurs types de fondations, il y a celles qui, si j'ose dire, donne un petit peu de tout à tout le monde. Et puis il y a d'autres qui ont vraiment des buts assez précis, presque une vocation. Oui, alors en Suisse en particulier, on compte 13 000 fondations, ce qui est tout à fait significatif. Parmi celles-ci, vous avez les fondations opérationnelles qu'on connaît bien, comme Terre des Hommes ou Médecins sans frontières. Et puis derrière, il y a des fondations donatrices et redistributives. Celles-ci peuvent avoir un focus tout à fait précis. Je pense à la fondation Dubois-Ferrière d'Inulipathie, sur le cancer en particulier et l'hématologie. D'autres vont être beaucoup plus larges dans le soutien à l'éducation, le soutien aux jeunes ou aux arts et à la culture. Et puis alors, on voit, si j'ose dire, un nouveau profil de donateurs, des gens qui ont vraiment bien réussi dans leur domaine, qui sont assez jeunes, comparés à d'autres donateurs ou philanthropes. Qu'est-ce qui les motive, ces gens-là? Parce qu'en plus, ils utilisent le même langage quand ils sont dans la philanthropie que quand ils sont dans leurs propres affaires. Vous en connaissez plusieurs, j'imagine. J'ai la chance d'accompagner. On ne va pas demander forcément tous les noms, mais parlez-nous-en un petit peu de ces jeunes. Alors, j'ai effectivement la chance d'accompagner des mécènes. Ce qui est marquant dans la jeune génération, ceux qui ont fait fortune par eux-mêmes, c'est qu'ils se sentent beaucoup plus libres de disposer de cet argent comme bon leur semble. Et puis, ils amènent, comme vous le dites, des méthodes du business dans leur approche de l'engagement social, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment comprendre quel est le sujet sur lequel s'engager, quelles sont les approches, qui sont les partenaires, n'hésitent pas à aller chercher, que ça soit du côté des pouvoirs publics ou des entreprises, d'autres acteurs, pour trouver la meilleure solution possible. C'est quoi, par exemple, le risque philanthropique ou la philanthropie risque? C'est des notions qui nous semblent assez curieuses, non? Nouvelles, en tout cas. Absolument. Alors, le terme même est employé en anglo-saxon, venture philanthropy. C'est cette idée, l'énorme avantage de la philanthropie, c'est que c'est de l'argent dont vous pouvez disposer sans avoir à rendre compte à un actionnaire, comme dans le cadre d'une entreprise, ou à des électeurs, comme dans le cadre de la démocratie. Et donc, vous pouvez oser aller vers le risque, vers de l'innovation, essayer des méthodes nouvelles, et si possible, quand on aura trouvé une solution, faire qu'elle soit adoptée par les politiques publiques. Je vous donne un exemple. En Suisse, à Genève spécifiquement, tous les ans, on a à peu près 30 à 40 naissances d'enfants qui vont développer un trouble autistique, ce qui est tout à fait significatif. 2 familles en particulier, touchées aussi par cette question du handicap, se sont alliées à des spécialistes pour créer une fondation, la Fondation Paul Autisme, qui a maintenant 1 an, pour trouver des recherches, des solutions, la prise en charge de ces enfants. Ce qu'on espère, c'est qu'une fois que l'approche, la méthode aura été démontrée, elle sera complètement adoptée par les politiques publiques de prise en charge de ces personnes. Oui, donc c'est très spécifique. Très spécifique, avec une obligation de résultat, pratiquement comme une entreprise moderne.
Alors c'est ce qu'on souhaite, puisque effectivement le champ du social est extrêmement large. C'est souvent porté par une passion ou par quelque chose qui vous a touché très personnellement, un enfant qui naît avec un handicap, mais aussi peut-être aviez-vous des talents pour l'opéra et ce n'est pas ce que vous avez pu réaliser dans votre vie professionnelle. Donc vous voulez donner des chances à des jeunes talents dans le monde de la musique. Donc les sujets peuvent être extrêmement variés. Mais après, l'idée c'est vraiment avec cet argent qui peut être très généreux et très large, mais qui quand même reste une goutte d'eau, je dirais, dans l'océan des problèmes, comment on fait un impact. Parlons des gouttes d'eau et des océans. Les gens que vous conseillez, c'est des gens qui mettent 100 millions sur la table ou 10 000 francs. On n'a pas une idée de ça, parce que c'est toujours assez discret. C'est exact, et pour ma part, la générosité peut s'exprimer à tout niveau. C'est surtout un mouvement qui vient du cœur, auquel on allie la raison, et puis c'est aussi s'engager personnellement. On n'écrit plus juste un chèque, ou on n'attend plus d'écrire son testament pour léguer à une cause. Voilà. On veut s'impliquer, c'est donner ses réseaux, c'est aussi donner, je dirais, du temps pour être un partenaire avec l'ONG avec laquelle vous travaillez. Maintenant, on a la chance à Genève d'avoir reçu il y a peu de temps un don tout à fait significatif de 100 millions. Le canton voisin, le canton de Vaud, vient d'annoncer. Ne laissez pas comme ça, 100 millions, c'était pour quelle cause ? Un service pour le campus biotech, donc en particulier pour 100 millions. Donc voilà un monsieur qui arrive et qui fait un chèque sur vos conseils. Alors, en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes qui ont pu discuter avec Hans Service. Hans Service, un entrepreneur suisse qui a fait fortune aux États-Unis, qui a vendu son entreprise, qui s'est engagé en philanthropie aux États-Unis, mais qui a aussi voulu donner ici en Suisse et qui a été tout à fait séduit en particulier par le projet sur le cerveau, donc la recherche et technologie autour du cerveau, ce qu'on appelle le European Brain Project de l'EPFL. Alors, reparlons un petit peu de la Suisse. La Suisse, elle est riche, si j'ose dire, riche en argent, en potentiel, riche en tradition aussi. C'est ce qui explique un peu ce succès suisse dans le nombre de fondations. Oui, il y a une potion magique suisse. Oui, ou genevoise peut-être même. Exactement, je dirais tout spécifiquement à Genève. Genève peut prétendre à être capitale de la philanthropie. D'abord parce qu'il y a cet esprit de Genève qui a vu naître la Croix-Rouge, il y a un peu plus de 150 ans, qui a attiré après les Nations Unies et avec elle une concentration d'organisations internationales et d'ONG tout à fait significative. Donc l'énorme atout de Genève, c'est cette présence d'experts sur à peu près n'importe quel sujet du social, de la lutte contre le changement climatique à la prise en charge de victimes de la torture. Vous allez trouver un expert là, à la porte de Genève, littéralement. Le deuxième avantage, c'est sa place financière, donc aussi une concentration de richesses et de personnel qui peuvent conseiller les mécènes et philanthropes. Absolument, tout est ici. Et on le voit se traduire, puisqu'à Genève même, il se crée plus d'une fondation par semaine. Genève, capitale de la philanthropie, on retient cette notion. Merci Karine Gestin, je rappelle que vous êtes donc responsable de la philanthropie au sein de la Banque Lombardier et aussi membre de la direction de Swiss Foundations. Merci à vous. Merci. Le métier de philanthrope, ça s'apprend. D'abord parce que c'est une activité de plus en plus complexe. Ensuite, parce que la demande de personnel qualifié ne fait qu'augmenter. À ce sujet, Bâle et Genève peuvent se proclamer capitale de la philanthropie. Bâle, avec son centre d'études de la philanthropie dépendant de l'université et qui délivre désormais un certificat en gestion de fondations donatrices. Genève, ensuite, qui profite de sa légitimité internationale pour organiser séminaires, formations et même rencontres européennes, comme il y a un an, regroupant 500 financiers, entrepreneurs, acteurs sociaux ou universitaires d'une trentaine de pays. C'est qu'il y a en Suisse environ 4 500 personnes qui travaillent activement pour le compte de ces quelques 13 000 fondations, avec un potentiel de formation et de recrutement important, d'où par exemple un module d'enseignement à l'Institut genevois des hautes études internationales et du développement. En somme, avec le temps, l'action philanthropique se professionnalise. On vous le dit, c'est un métier. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur cette thématique, à votre disposition des séquences vidéo, de l'infographie, un regard sur le passé, un choix des sites internet les plus pointus, la possibilité de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.